Retrouvez une méditation quotidienne gratuite chaque jour sur l'application Le Monastère, disponible sur Apple et Google. Je vous souhaite une bonne écoute. Je crois que beaucoup d'entre nous connaissent cette étrange contradiction. Plus le repos approche, plus nous accélérons. Il y a dans le cours de l'année des périodes où le calendrier extérieur et le rythme intérieur cessent de parler la même langue. Le calendrier dit qu'il reste encore quelques semaines avant la pause, qu'il faut tenir, finir, répondre, boucler ce qui a été commencé. Le rythme intérieur, lui, dit autre chose. Il dit qu'il commence déjà à fatiguer, qu'il aurait besoin de respirer avant la date officielle, qu'il a tenue longtemps, souvent plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu, et qu'il approche doucement du bord de ses forces. Nous nous retrouvons alors pris entre deux mouvements. L'un nous pousse vers l'avant, avec la logique des échéances, des obligations et des dernières choses à terminer. L'autre nous demande de ralentir avant qu'il ne soit trop tard. Et presque toujours, sans même nous en rendre compte, nous donnons raison au premier. Nous continuons. Nous serrons un peu les dents. Nous nous promettons que bientôt, très bientôt, nous nous arrêterons. La fin du printemps est l'une de ces périodes, peut-être la plus marquée de toutes. L'été pointe à l'horizon avec ses promesses de lumière, de lenteur, de soirées longues, de vacances attendues. Nous en parlons déjà. Nous les préparons, nous comptons les semaines qui nous en séparent. Et dans le même temps, à mesure que ce repos approche, nous courons davantage. Nous voulons finir avant, tout finir. Ne rien laisser en suspens, comme si la pause à venir ne pouvait être méritée qu'au prix d'une dernière course, comme si nous avions besoin d'arriver épuisés pour avoir enfin le droit de nous arrêter. Cette tension n'a presque pas de nom. Elle ne se dit pas beaucoup. Elle se glisse dans les conversations ordinaires sous des phrases simples. Encore quelques semaines à tenir, après ça ira mieux. Vivement les vacances, je suis au bout. Nous les prononçons presque avec légèreté, comme si elles faisaient partie du décor naturel de la saison. Pourtant, derrière ces phrases, il y a souvent une réalité plus profonde. Nous arrivons au repos si fatigués que nous ne pouvons plus le recevoir tout de suite. C'est de cette tension que j'aimerais parler aujourd'hui, de ce qu'elle nous fait, de ce qu'elle nous coûte, et surtout de la sagesse tranquille qu'il pourrait y avoir à l'écouter avant qu'elle ne se transforme en effondrement. Imaginons une scène que beaucoup reconnaîtront. Une personne arrive, après plusieurs mois d'un travail soutenu, à la veille de ses vacances. Elle a tenu. Elle a fini autant qu'elle pouvait finir. Elle a répondu aux messages, organisé les derniers détails, anticipé ce qui pouvait l'être, accepté quelques tâches de plus, parce qu'elle voulait partir l'esprit libre. La dernière journée a été longue, dense, remplie de petits ajustements que personne ne verra, mais qui l'ont vidée. Puis vient enfin le moment de fermer l'ordinateur, de quitter le bureau, de ranger la clé dans le sac, de prendre une grande respiration. Voilà, c'est fait. Le repos peut commencer. Et souvent, c'est précisément à ce moment-là que quelque chose lâche. Le premier soir des vacances n'a pas la saveur espérée. Le sommeil est lourd, mais pas encore réparateur. Le lendemain matin, la fatigue est immense, presque étrange, comme si le corps profitait enfin de la permission de s'arrêter pour révéler tout ce qu'il portait depuis des semaines. La personne pensait lire, mais les phrases ne tiennent pas. Elle pensait marcher,
mais le canapé l'appelle davantage. Elle pensait être disponible, légère, heureuse d'être enfin là, et elle découvre qu'elle est présente physiquement, mais encore lointaine intérieurement. Ce moment peut durer 2 jours, 3 jours, parfois davantage, le temps que le corps comprenne que la course est finie, le temps que l'esprit cesse de vérifier ce qui pourrait encore manquer, le temps que la tension accumulée se défasse. Et lorsque, enfin, la respiration revient, une partie précieuse du repos est déjà passée. Ce n'est pas dramatique, bien sûr. Rien n'est vraiment perdu au sens strict. Mais une petite tristesse demeure parfois, presque muette. Ces premiers jours auraient non pu être lumineux, et ils ont surtout servi à s'effondrer. Je crois que beaucoup d'entre nous connaissent pour cela. Ce n'est pas un échec personnel. Ce n'est pas une incapacité à profiter de la vie. C'est souvent la conséquence très simple d'un rythme que nous n'avons pas écouté assez tôt. Nous sommes arrivés au repos comme on arrive à une chaise après une longue course, non comme on arrive à une table dressée pour nous. La vraie question n'est donc pas seulement comment se reposer pendant les vacances. Elle est peut-être plus subtile. Comment arriver au repos avec assez de vie en nous pour pouvoir le recevoir? Pour comprendre ce qui se joue, il faut regarder avec douceur ce qui nous pousse à accélérer dans les semaines qui précèdent la pause. Il ne s'agit pas de se juger. La plupart du temps, cette accélération vient de raisons qui ont leur légitimité. Nous voulons bien faire. Nous voulons partir sans laisser trop de désordre derrière nous. Nous voulons éviter de revenir face à une accumulation de choses non traitées. Nous voulons protéger notre futur nous-mêmes de la difficulté du retour. Et d'une certaine manière, tout cela se comprend. Mais il y a souvent autre chose sous ce souci de bien faire. Il y a l'habitude de tenir jusqu'au bout, même lorsque le bout nous coûte trop. Il y a cette petite voix qui dit que l'on pourra ralentir seulement quand tout sera terminé, alors même que tout n'est presque jamais entièrement terminé. Il y a l'idée, très profondément ancrée, que le repos doit être autorisé par quelque chose d'extérieur. Une date, un billet de train, une fermeture de bureau, une absence officielle. Tant que le calendrier n'a pas dit stop, nous continuons à nous comporter comme si notre fatigue n'avait pas encore le droit de parler. Or, le corps n'attend pas toujours la permission du calendrier pour être fatigué. Il commence à le dire avant. Il le dit dans cette lassitude qui apparaît dès le matin, avant même que la journée ait commencé. Il le dit dans cette concentration qui se défait pour des choses simples. Il le dit dans la patience plus courte, dans l'émotion qui monte plus vite, dans la petite erreur que l'on ne ferait pas d'habitude, dans le sommeil qui devient moins profond, dans l'envie de silence qui se fait plus insistante. Le corps parle souvent doucement avant de parler fort. Et notre erreur est de croire que ce qui parle doucement peut encore attendre. Ces signaux ne sont pas des faiblesses à corriger par un supplément de volonté. Ils sont une forme d'intelligence. Ils disent qu'il faut quelque chose de l'état réel dans lequel nous nous trouvons, au-delà de ce que nous aimerions pouvoir encore exiger de nous-mêmes. Le corps porte la mémoire de l'année. Il sait ce que nous avons accumulé, même lorsque notre esprit essaie de continuer comme si de rien n'était. Il sait à quel moment l'effort devient tension, à quel moment la fidélité devient obstination, à quel moment le sens du devoir commence à nous éloigner de la vie que nous voulions justement servir.
Apprendre à écouter ces signaux à temps est peut-être l'un des gestes les plus simples de sagesse que cette période nous propose. Non pas pour tout arrêter brutalement, non pas pour renoncer à ce qui doit être fait, mais pour cesser de croire que nous n'avons que deux options: courir jusqu'à l'effondrement ou abandonner nos responsabilités. Entre les deux, il existe une voie plus fine, plus adulte, plus vivante: ajuster. Ajuster, cela peut vouloir dire regarder honnêtement ce que nous appelons urgence. Beaucoup de choses que nous voulons absolument terminer avant l'été ne sont pas toujours indispensables. Certaines le sont, bien sûr. Il y a des engagements réels, des responsabilités qui méritent d'être honorées, des tâches qu'il serait juste de ne pas laisser à d'autres. Mais il y a aussi tout ce que nous ajoutons, par habitude, par peur du désordre, par désir de fermer parfaitement la boucle, par difficulté à accepter qu'une vie humaine laisse toujours quelque chose en suspens. Nous voulons partir avec une table parfaitement vide. Mais une table parfaitement vide n'existe presque jamais. Et parfois, à vouloir tout enlever de la table avant de partir, nous arrivons nous-mêmes vidés. Il ne s'agit donc pas de devenir négligent. Il s'agit de retrouver la mesure, de distinguer ce qui demande vraiment à être fini de ce qui pourrait attendre sans dommage réel. De reconnaître qu'une rentrée n'a pas besoin d'être parfaite pour être vivable. De se rappeler qu'un repos perdu au nom d'un retour idéal est parfois un mauvais échange. Car si nous sacrifions les premiers jours de paix pour éviter quelques difficultés futures, il faut au moins avoir conscience de ce que nous sacrifions. Et ce coût ne nous concerne pas seulement nous, c'est peut-être le point que nous oublions le plus. Tant que nous pensons que notre dernière course ne pénalise que notre propre corps, nous pouvons nous dire que c'est notre choix. Mais lorsque nous arrivons au repos entièrement vidé, ce sont aussi ceux qui nous attendaient qui nous reçoivent ainsi. Les enfants qui espéraient une présence la trouvent un parent éteint. Le conjoint qui attendait un temps partagé retrouve quelqu'un qui n'a plus assez de disponibilité intérieure pour être vraiment là. Les amis, les paysages, les livres, les conversations longues, les petits plaisirs simples étaient prêts à nous accueillir. Mais nous n'avons plus assez de présence pour les rencontrer. C'est comme arriver devant une table déjà dressée. La lumière est belle, ceux que nous aimons sont là, quelque chose nous attend, et pourtant nous restons à demi absents, incapables de vraiment prendre place. Nous voyons sans regarder, nous mangeons sans goûter. Nous sommes là, mais pas encore revenus. Cette image me semble importante parce qu'elle déplace la question. Bien arriver au repos n'est pas seulement une affaire de confort personnel. C'est une manière d'honorer ce temps lui-même et ceux avec qui nous allons le partager. Ralentir un peu avant l'été n'est pas une indulgence privée. C'est parfois une forme de générosité. C'est préparer en soi la qualité de présence que nous offrirons ensuite. Le repos ne commence donc pas seulement le jour où le calendrier l'autorise. Il commence dans la manière dont nous nous préparons à le recevoir. Cette préparation n'a rien de spectaculaire. Elle peut tenir dans quelques gestes presque invisibles. Retirer une chose non essentielle d'une semaine déjà pleine. Renoncer à finir parfaitement ce qui peut rester simplement correct. Protéger un soir sans écran, sans message, sans dernière obligation, ajoutée par réflexe. Accepter une marche lente au lieu d'une heure de productivité de plus. Laisser
Dans les journées qui précèdent la pause, un peu d'espace où le corps peut commencer à descendre d'intensité. Ce ne sont pas de grands changements. Ce sont des signaux envoyés à soi-même. Ils disent « Je ne vais pas attendre d'être brisé pour avoir le droit de ralentir. Je ne vais pas demander au premier jour des vacances de réparer tout ce que les dernières semaines auront abîmé. Je vais commencer maintenant à revenir doucement vers un rythme plus habitable. » Il y a là un apprentissage qui dépasse largement la question de l'été. Ce que cette saison nous enseigne, si nous voulons bien l'entendre, c'est l'art du rythme juste. Une vie humaine n'est pas faite pour être tenue en tension constante. Elle a besoin d'alternance. Elle a besoin de temps plein et de temps plus creux, de périodes d'effort et de périodes de retour, de moments où l'on donne beaucoup et de moments où l'on consent à recevoir. Une respiration qui ne ferait qu'inspirer finirait par étouffer. Une respiration qui ne ferait qu'expirer s'effondrerait aussi. C'est le mouvement entre les deux qui permet la vie. Nos existences obéissent à la même loi, simplement sur une durée plus longue. Vouloir produire sans jamais relâcher, tenir sans jamais lâcher, avancer sans jamais laisser la vie reprendre souffle en nous, revient à épuiser précisément ce que nous voulions protéger. Les sagesses anciennes l'ont toujours su. Elles ont compris que le repos n'est pas une interruption honteuse de la vie, mais l'une de ses conditions. La terre elle-même ne produit pas sans fin. Les champs ont besoin de jachère. Les saisons ne sont pas toutes des saisons de récolte. Il y a un temps pour semer, un temps pour grandir, un temps pour cueillir et un temps pour laisser la terre se refaire en silence. Aucun de ces temps n'est inférieur aux autres. Tous participent à la fécondité de l'ensemble. Nous l'oublions souvent parce que notre époque valorise surtout ce qui se voit, la production, l'avancement, les réponses rapides, les résultats visibles. Le repos, lui, travaille plus discrètement. Il ne produit pas immédiatement quelque chose que l'on peut montrer. Il restaure les conditions mêmes depuis lesquelles toute chose pourra, plus tard, redevenir vivante. Il rend possible une parole plus juste, une patience plus grande, une attention plus fine. Il nous rend à nous-mêmes. C'est pourquoi il ne faut pas attendre le repos comme une récompense lointaine. Il faut l'honorer comme une part de la vie en train de se faire. Si nous le remettons toujours à plus tard, si nous le plaçons toujours après la dernière tâche, après le dernier effort, après la dernière preuve donnée, alors nous risquons de ne jamais le recevoir vraiment. Car il y aura toujours une dernière chose, toujours une urgence, toujours une bonne raison de pousser un peu plus. La sagesse consiste peut-être à reconnaître que certaines pauses ne se prennent pas parce que tout est fini, mais parce que nous voulons rester assez vivants pour finir ce qui compte vraiment. Imaginons maintenant une autre scène. Une personne, dans les semaines qui précèdent l'été, commence à s'écouter plus tôt. Elle ne bouleverse pas toute sa vie. Elle ne quitte pas ses responsabilités. Elle regarde simplement son calendrier avec un peu plus de vérité. Elle retire une tâche qui pouvait attendre. Elle décline une sollicitation qu'elle aurait acceptée par automatisme. Elle s'accorde un soir plus calme. Elle part marcher au lieu de remplir encore une heure. Elle accepte que tout ne soit pas parfaitement clos avant de partir et que ce léger désordre ne soit pas une faute. Peu à peu, quelque chose change. La fatigue est encore là, bien sûr, mais elle n'est plus niée. Le corps n'a plus besoin de crier pour être entendu.
Le repos qui vient n'est plus seulement une ligne au loin. Il commence à se préparer dans la manière même de vivre les jours qui le précèdent. Alors, lorsque les vacances commencent, cette personne n'arrive pas brisée. Elle arrive fatiguée, peut-être, mais encore disponible. D'une fatigue qui peut se transformer en douceur dès les premières heures, et non d'une fatigue qui exige d'abord plusieurs jours d'effondrement. Le premier matin a une autre couleur. Elle ouvre la fenêtre, respire l'air qui ressemble déjà à l'été, boit son café plus lentement. Les enfants peuvent venir vers elle sans la trouver entièrement absente. Le visage aimé en face d'elle peut être vraiment vu. Le livre ouvert sur les genoux peut enfin être lu. La conversation, longtemps repoussée, peut enfin avoir lieu. Ce n'est pas une image parfaite. Ce n'est pas une vie sans fatigue. C'est seulement une vie où l'on a cessé de confondre le repos avec l'après-coup de l'épuisement. Cette scène est à portée de main, plus souvent que nous ne le croyons. Elle ne demande pas que tout soit facile. Elle demande seulement quelques permissions accordées à soi-même avant que le calendrier ne les donne officiellement. La permission de ralentir un peu avant d'être au bout. La permission de ne pas tout finir. La permission de laisser certaines choses attendre. La permission de considérer sa présence future comme quelque chose de précieux, qui mérite d'être protégé maintenant. Ralentir un peu avant l'été n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un manque de sérieux. C'est une manière de prendre soin du moment qui vient. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même, et un cadeau plus grand encore que l'on fait à ceux qui partageront avec nous ce temps de repos. Car ceux que nous aimons n'attendent pas que nous arrivions exsangues pour prouver que nous avons bien travaillé. Ils attendent que nous arrivions vivants. Ils attendent notre regard, notre écoute, notre capacité à rire vraiment, notre présence simple au bord d'une table, dans une promenade, dans une lumière de fin de journée. Ils n'attendent pas une version héroïque de nous-mêmes qui aurait tout tenu jusqu'au dernier souffle. Ils attendent notre retour. Et nous aussi, au fond, nous attendons cela. Nous attendons de pouvoir poser nos valises et voir enfin ce qui est là. La lumière qui s'attarde tard dans le soir, les odeurs des premières nuits chaudes, le silence d'un livre ouvert, le visage d'un enfant qui rit, la conversation que l'on n'avait plus le temps d'avoir, le goût simple de n'être pas requis par autre chose que l'instant présent. Tout cela nous attend déjà à quelques semaines de distance. Tout cela ne demande pas que nous arrivions parfaits, mais cela demande que nous arrivions assez présents pour le recevoir. Il dépend peut-être de nous, dans le temps qui reste, d'arriver jusqu'à ce rendez-vous, non comme on s'effondre après une course, mais comme on entre dans une pièce où la table est déjà dressée, où ceux que nous aimons sont assis, où la lumière est encore douce et où il ne nous reste plus qu'à prendre notre place.